Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Affaire Epstein, un scandale planétaire, tentaculaire. L'onde de choc continue de se répandre dans le monde après la publication de nouvelles archives sur le pédocriminel américain et sur ses liens avec de nombreuses personnalités, des dirigeants notamment et d'anciens dirigeants avec nous pour en parler. Paul de Villepin, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à Politico. Vous faites des révélations sur cette affaire avec vos consoeurs Marion Soletti et Pauline de Saint-Rémy. Il est question des liens entre un diplomate français et Jeffrey Epstein. Un grand ami français de Jeffrey Epstein est intitulé votre article. Elisabeth Guedel est en direct de Washington. Merci d'être avec nous, Elisabeth. On vous retrouve tout à l'heure pour voir comment cette affaire aussi continue de faire grand bruit outre-Atlantique. Paul de Villepin, la première question est pour vous. Avant de voir quelles ont été les connexions de Jeffrey Epstein avant sa mort sur le sol français, pour vous, qui est vraiment cet homme richissime, délinquant sexuel, jusqu'à sa mort qui reste mystérieuse? Qui était-il vraiment? Alors, Jeffrey Epstein, c'est un homme très mystérieux, américain, né à New York au début des années 50, dans un milieu modeste, qui a peu à peu gravi l'échelle sociale jusqu'à atteindre les sommets de l'élite à New York. Il a commencé comme professeur de mathématiques sans vraiment avoir de diplôme dans une école du quartier très chic de l'Upper East Side, là où il a rencontré des parents d'élèves fortuné. Ensuite, il a menti sur son CV, il a travaillé en bourse. Il a ensuite travaillé en finance, notamment pour la banque Bear Stearns, qui a fait faillite de la crise de 2008. Et peu à peu, il est devenu consultant financier et sur des questions de fiscalité, avec des contrats assez opaque, notamment avec pour le compte de l'homme d'affaires et milliardaire Lis Wexner, qui était le fondateur de L Brands, qui comportait Victoria's Secret. Marque de vêtements. Une marque de vêtements et de sous-vêtements notamment. Et puis, il est devenu immensément riche à sa mort en 2019, lorsqu'il s'est suicidé en prison. Il était à la tête d'une fortune de près de 600 millions de dollars. Et il connaissait donc les puissants de ce monde, et notamment beaucoup d'Américains et des hommes politiques comme Donald Trump, qui fréquentaient à Palm Beach. Il avait une maison, une résidence à Paris, avenue Foch, et dans les îles Vierges américaines. Et en argot français, on dit voilà qu'il arrosait, il arrosait, c'est-à-dire à coups de millions des personnalités. Et il y a bien entendu l'affaire de la délinquance sexuelle, la pédocriminalité. Il a mis en place un vaste réseau. La justice américaine l'a poursuivi pour avoir organisé un trafic d'êtres humains et de mineurs. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est une affaire à tiroir. Le premier, c'est en 2008, en Floride. Il est condamné, il plaide coupable, et il est condamné à 13 mois de prison pour avoir sollicité des prostituées mineures. Et c'est là que commence et est dévoilé réellement l'affaire Epstein, les premiers agissements. Et il sort de prison en 2009, et il arrive quand même à se réhabiliter et un peu blanchir sa réputation et conserver des liens avec des puissants. Plusieurs personnes se sont éloignées. C'est là que des articles en 2015 ont fait surface, notamment sur ses liens avec le prince Andrew au Royaume-Uni, qui a ensuite été complètement éclaboussé jusqu'à devoir renoncer à son titre royal. Et par la suite, en 2019, l'enquête du FBI a continué, et il a été arrêté en juillet, en revenant d'ailleurs d'un voyage à Paris où il séjournait régulièrement pour une affaire de trafic de mineurs. Et c'est là que des centaines de plaintes de jeunes victimes ont émergé. Et l'affaire n'a jamais été à son terme en justice, puisqu'il s'est suicidé en prison en août 2019. Alors, vous avez donc mené l'enquête sur Olivier Collant, diplomate français. Dans un instant, vous nous direz qui est cet homme. Je précise que tous les noms que l'on va entendre sont présumés innocents, sauf évidemment ceux qui ont été condamnés dans la justice de leur pays respectif. Direction Londres, où nous attend notre correspondante Marie Billon. Bonsoir Marie. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, n'est pas du tout cité dans ses archives. En revanche, il est fragilisé. Il est dans la tourmente après les nouvelles révélations sur les liens entre Jeffrey Epstein et Peter Mandelson,
Nelson, ex-ambassadeur britannique à Washington, qui vient de démissionner de la Chambre des Lords, c'était cette semaine donc. Marie, le Premier ministre Keir Starmer s'est exprimé hier devant le Parlement. Visiblement, ça n'a pas suffi. Il a dû prendre la parole aujourd'hui à nouveau? Oui, en fait, hier, il a présenté ses excuses et puis il a dit qu'il regrettait d'avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur britannique aux États-Unis en début d'année dernière. Mais il a surtout révélé quelque chose. Il a révélé que oui, il savait en nommant Peter Mandelson que Peter Mandelson avait conservé des liens avec Jeffrey Epstein après que ce dernier ait été condamné. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas certain. Et par contre, donc aujourd'hui, Keir Starmer a dû reprendre la parole pour redire que oui, il savait, mais il ne savait pas la profondeur et la noirceur, je le cite, des liens qu'avaient entretenus Peter Mandelson et Jeffrey Epstein. Et justement, il a voulu à nouveau présenter ses excuses. Marie Billon, restez avec nous, on vous retrouve. Je suis désolé. Désolé pour ce qui vous a été fait. Désolé que tant de personnes au pouvoir vous aient laissé tomber. Désolé d'avoir cru aux mensonges de Mandelson et de l'avoir nommé. Et désolé que, même aujourd'hui, vous soyez contraints de voir cette histoire se dérouler à nouveau en public. Mais je tiens également à dire ceci. Dans ce pays, nous ne détournerons pas le regard. Alors, plusieurs députés, dont la plupart veulent rester anonymes, ont estimé que Keir Starmer n'avait plus l'autorité ni la légitimité pour rester Premier ministre. Keir Starmer a répondu aujourd'hui qu'il ne comptait pas démissionner. Hier, il a été forcé à la transparence par un vote du Parlement. Il va devoir publier les notes et tous les documents qui sont liés au processus de nomination et de validation de Peter Mandelson qui date donc de l'an dernier. Mais tous ces documents, finalement, on a appris hier en fin de journée, ne pourront pas être immédiatement dévoilés parce que la police est en train de les étudier. La police, en effet, en début de semaine, a ouvert une enquête sur des soupçons de violation du secret ministériel de la part de Peter Mandelson quand il était ministre. C'était en 2009. Il aurait effectivement partagé des informations confidentielles à Jeffrey Epstein. Voilà pour ce volet Peter Mandelson. Restez avec nous, Marie. On vous retrouve tout à l'heure. Direction New York où nous attend Elisabeth Guedel. Elisabeth, l'affaire Epstein sur le sol américain, un scandale tentaculaire, retentissant. On peut dire que ça touche quasiment tous les domaines, tous les secteurs, Elisabeth ? Ah oui, le nombre de personnalités influentes des États-Unis qui ont eu un contact avec Epstein est absolument stupéfiant, vertigineux. Vous en parliez, Epstein avait commencé à enseigner dans une école ici, à quelques rues de là où je me trouve, à New York, et il a tissé un réseau incroyable. Et ce qui est le plus stupéfiant, Mohamed, c'est que c'est parfois après sa condamnation, vous en parliez, en 2008, à 18 mois de prison, il n'en a fait que 13, mais 18 mois pour sollicitation de proxénétisme de mineurs. Et ça a continué, notamment il y a un nom qui revient beaucoup, celui de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui a rencontré Epstein en 2011, donc encore une fois après la condamnation. Il a reconnu qu'il avait eu plusieurs dîners avec lui, mais là il a embarrassé parce que parmi les 3 millions de documents publiés vendredi dernier, eh bien, il y a des brouillons d'emails retrouvés dans l'ordinateur d'Epstein qui indiquent que Bill Gates aurait fait appel à Epstein pour rencontrer des femmes, mais aurait même caché une maladie sexuellement transmissible à sa femme de l'époque, Melinda. Alors, Bill Gates s'est défendu, dit que ce sont des brouillons d'emails qui n'ont jamais été envoyés, qu'Epstein se les a écrits lui-même, peut-être pour nuire à Bill Gates. En tout cas, il dit regretter chaque minute passée avec Epstein, et ils sont nombreux à Mohamed aux États-Unis à dire ça aujourd'hui. Et on vous retrouve tout à l'heure, Elisabeth. Merci pour ce point sur les États-Unis. On verra tout à l'heure avec vous. Quid de Donald Trump? On se souvient que c'est plutôt sa base électorale, MAGA, Make America Great Again, qui a fait pression pour que ces archives soient divulguées. Elles ont été expurgées. Certains passages n'apparaissent pas. Paul de Villepin, vous êtes intéressé en France à Olivier Colomb. Qui est-il? Quels ont été ses liens avec Jeffrey Epstein? Alors tout d'abord, on a commencé journalistiquement à regarder quelles étaient les personnalités françaises qui étaient plus ou moins liées à Jeffrey Epstein. Et certains liens étaient déjà connus, comme ceux avec Jack Lang. Alors forcément, tous ces emails
jette une lumière crue quand même sur les relations de ces gens, puisqu'on voit leur correspondance parfois étalée pendant des années. Et Olivier Colomb, c'est un personnage inconnu du grand public, mais assez connu des cercles de pouvoir français. C'est un ancien haut fonctionnaire, énarque, qui était ensuite diplomate et qui a commencé sa carrière au cabinet de Nicolas Sarkozy, où il était l'un de ses conseillers diplomatiques. C'est d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions lors desquelles il s'occupait des sommets internationaux qu'il a rencontré un diplomate norvégien qui l'a ensuite présenté à Jeffrey Epstein. Il y a tous ces emails. Ils se sont rencontrés notamment à Davos. Vous dites qu'ils ont dîné plusieurs fois ensemble, c'est ça? Ils ne se sont pas rencontrés à Davos, ils se sont rencontrés à New York, il me semble, la première fois. Mais oui, les emails attestent de nombreux rendez-vous au gré de leurs séjours respectifs entre Paris et New York, où Olivier Colomb se rendait régulièrement dans le cadre de ses fonctions, parce qu'il a ensuite travaillé comme secrétaire général pour la banque Edmond Rothschild, qui avait des activités aux États-Unis, et pour Jeffrey Epstein, qui était un jet-setter qui voyageait beaucoup et se rendait fréquemment à Paris. Mais qu'est-ce qui, dans votre enquête, est-ce qu'il y a des choses qui lui sont reprochées à ce diplomate français? Il n'y a pas de comportement ou propos qui pourraient être pénalement répréhensibles, mais sans ligne. En revanche, ça illustre quels étaient les liens de pouvoir entre cette élite mondialisée, où le réseau bénéficie vice-versa à l'un et à l'autre. Epstein a été particulièrement avide de rencontrer Nicolas Sarkozy, dont Olivier Colomb était fier de montrer qu'il le fréquentait encore, et par exemple il jouait un petit peu le prétendu rôle d'ouvreur de porte à Paris, en lui présentant, lui faisant des propositions de rencontrer diverses personnes dans les milieux et dans les milieux politiques et financiers. Alors, il y a un autre nom qui apparaît, qu'on entend beaucoup aussi dans ces révélations, c'est Ariane de Rothschild, proche de Jeffrey Epstein. Vous allez nous dire qui est cette femme. D'abord, peut-être, puisqu'on parle de reproches, retournons à Londres avec vous, Marie Billon. Marie, qu'est-ce qui est reproché exactement, d'ailleurs, à Peter Mandelson, dont on parlait tout à l'heure? Alors, plusieurs choses. D'abord et principalement, d'avoir été et surtout d'avoir gardé le contact avec Jeffrey Epstein après qu'il ait été condamné. Peter Mandelson avait déjà expliqué il y a plusieurs mois qu'il croyait Jeffrey Epstein quand il lui assurait qu'il avait été condamné à tort. Et on sait même que Peter Mandelson avait dit à Jeffrey Epstein, il faut que tu te battes et que tu demandes à être libéré plus tôt. Mais bon, donc ça, on le savait. Ce qu'on a appris dans les derniers documents qui ont été révélés, c'est que Peter Mandelson aurait reçu des dizaines de milliers de dollars de la part de Jeffrey Epstein, ou plus exactement le mari de Peter Mandelson. Mais surtout, ce qui est reproché à Peter Mandelson, c'est la possible violation du secret ministériel, puisque plusieurs fois, et notamment en 2009, après la crise financière, il a reçu, Peter Mandelson, en tant que ministre, une note de service interne à Downing Street, parlant notamment de la vente de biens de l'État pour renforcer les caisses de l'État, tout simplement. Et dès qu'il a reçu cette note, il l'a transmise à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein a répondu et Peter Mandelson lui a répondu. Donc tout ça, c'était des choses que seuls les ministres savaient. Et Peter Mandelson aurait communiqué ces informations à Jeffrey Epstein. C'est pour ça que la police a ouvert une enquête. Voilà, une enquête donc ouverte. Beaucoup de personnalités, on voit, Marie en parlait, les liaisons dangereuses entre cet homme richissime et les décideurs politiques, la violation de secrets importants. Ariane de Rothschild, elle, quel rôle a-t-elle joué? Vous la citez dans votre article. Ariane de Rothschild, c'est pas exactement un rôle qu'elle a joué dans cette affaire, c'est une de ses composantes. Elle apprend dans des communications où elle dit à Jeffrey Epstein, bon, il faut qu'on s'occupe de telle personnalité. Elle sait beaucoup. Est-ce qu'il y a du compromat d'ailleurs dans cette affaire, d'essayer de compromettre des personnes? C'est l'un des grands mystères de toute cette affaire, cette saga, et justement l'un des éléments qui nourrit aussi beaucoup les thèses complotistes. Il n'y a jamais eu de compromat au sens de chantage direct ou entre, par exemple, échange de relations sexuelles contre des informations ou de l'argent qui ont été mises au jour. En revanche, pour revenir à Ariane de Rothschild, elle est en 2015, elle est actuellement à la tête du groupe bancaire Edmond Rothschild, et elle s'appuyait
sur Jeffrey Epstein. Il y avait y compris des contrats financiers entre la structure Edmond Rothschild et Jeffrey Epstein pour des conseils financiers. Et elle demandait très régulièrement à Jeffrey Epstein des conseils quant à sa stratégie adoptée notamment dans le conflit qui l'opposait à sa belle-mère lorsque la dynastie Rothschild se déchirait et que le groupe a été scindé. Alors, Jack Lang, vous l'avez cité tout à l'heure, Jack Lang, lui, l'exclut de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe. Il plaide, je cite, la naïveté. Il affirme qu'il était passionné d'art, charmant, cet homme, Epstein, et qu'aussitôt qu'il a appris effectivement la nature criminelle de l'homme révélée, et bien que toute relation a été interrompue. Sa fille aussi, à Jack Lang, a démissionné du syndicat de la production indépendante après la publication par Mediapart d'une enquête qui s'appuie sur des documents de la justice américaine sur une société offshore qu'elle avait fondée en 2016 avec l'homme d'affaires Elisabeth Guedel. Vous êtes à Washington, il y en a un dont on ne parle pas finalement, et c'est peut-être là où réside sa victoire. Un certain Donald Trump, Elisabeth, rappelons que le département de la justice américain a dit que tous ces noms, pour tous ces noms cités dans ses archives, il n'y aurait pas de poursuite judiciaire. Donald Trump, qu'en est-il, Elisabeth ? Oui, Donald Trump qui aimerait bien justement qu'on passe à autre chose. Il appelle ces derniers jours les Américains à tourner la page. Il dit que c'est une obsession des démocrates, cette affaire. Les démocrates qui l'accusent de vouloir faire justement oublier qu'il a eu des relations avec Epstein. Alors, le président américain ne nie pas avoir eu des contacts avec lui avant les ennuis judiciaires de 2008 notamment. Il dit qu'il s'est brouillé avec Epstein parce qu'Epstein cherchait à recruter même des jeunes filles dans son golfe de Mar-a-Lago. On n'a pas eu la confirmation de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que les deux hommes ont arrêté de se parler. Mais il y a des documents qui sont un peu compromettants. Dans les 3 millions, encore une fois, publiés vendredi, eh bien, le nom de Donald Trump apparaît plusieurs fois, mais 8 fois sur la liste des passagers de l'appareil privé d'Epstein, son jet, entre 1993 et 1996. Or, Donald Trump a toujours nié avoir mis un pied dans l'avion de Epstein. Donc, les démocrates aimeraient entendre Donald Trump sur cette affaire. Encore une fois, il y a eu aussi beaucoup de documents caviardés, masqués, les noms masqués. Donc, on soupçonne le ministère de la Justice d'avoir un petit peu nettoyé le nom de Donald Trump avant de divulguer tous ces documents. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de New York, d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci, Paul de Villepin. Et merci à vous, Marie Billon, correspondante en direct de Londres. Rappelons qu'aussi, au Royaume-Uni, il y a l'ex-prince Andrew, un prince déchu. On en parlait cette semaine. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous les trois de nous avoir donné des clés de compréhension sur cette affaire donc tentaculaire et planétaire.